Donc aujourd'hui, je vais vous parler de diversité, et tout en particulier de diversité génétique. Dès qu'on regarde la photo que vous êtes en train de voir, ce qu'on peut voir déjà, c'est la grande diversité qu'on observe dans l'espèce humaine. On peut être plus grand, plus petit, on peut être différentes pigmentations de la peau, on peut avoir plus ou moins tendance à grossir, mais aussi on peut avoir des différentes relations face à certaines maladies, notamment les maladies infectieuses. Reprenons l'exemple du Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, très vite, on s'est rendu compte qu'être âgé, être un homme et être en surpoids, c'était des facteurs de risque pour développer un Covid-19 sévère. Or, heureusement, pas tous les hommes âgés et en surpoids sont morts de Covid-19. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui nous rend parfois différents face aux maladies? Et c'est ça qu'on va voir grâce aux études en génétique. Mais les études en génétique aussi peuvent nous renseigner sur des questions beaucoup plus générales qui vont au-delà des maladies. Quelles sont nos origines? Quelle est l'histoire des populations humaines? Dans quelle mesure on est métissé entre différentes populations? Et c'est ça dont la génétique humaine et la génomique en particulier peut nous renseigner. Comme mon collègue vous disait, maintenant c'est presque 2000 ans, c'était le séquençage du génome humain, 2003, c'était le séquençage plus complet du génome humain. Donc, en gros, l'année dernière, c'était le 20e anniversaire du séquençage complet du génome. En quoi ça a été utile? Ça a été utile pour mieux comprendre simplement son contenu en gènes, que comme vous savez, les gènes sont les structures génétiques qui codent les protéines, et les protéines, c'est ce qui fait qu'on est plus grand, plus petit, qu'on a un peu plus clair, ou qu'on a une tendance accrue à développer la tuberculose. Mais c'était le séquençage d'un génome. En aucun cas, ça nous a donné des pistes sur la diversité des génomes. On n'est pas tous des clones, on a chacun notre génome, et c'est pour cela qu'ensuite, il y a eu, comme vous pouvez voir ici, différents consortiums à travers le monde, des consortiums internationaux, qui avaient comme but principal de caractériser cette diversité. Dans quelle mesure on est différent entre individus et entre populations. Or, qu'est-ce qu'on en sait maintenant 20 ans après? On sait que si on compare le génome de chacun de nous à cette séquence fameuse de référence qui a été séquencée il y a une vingtaine d'années, chacun de nous est porteur de 10 000 mutations, ça veut dire des changements dans cette suite de lettres que c'est notre génome. Et ces 10 000 mutations vont changer la protéine résultante. Chacun de nous naît avec environ 400 mutations qui vont perturber environ 300 gènes. Pourtant, la plupart de nous, on est sains, on y reviendra. Chacun de nous naît avec entre 50 et 100 mutations qui ont été déjà associées aux maladies génétiques. La question que vous allez vous poser, c'est alors pourquoi on est sain, la plupart de nous? Et c'est parce qu'on porte ces mutations à l'état hétérozygote. Ça veut dire quoi? Que vous savez que pour chaque mutation dans notre génome, on a deux copies, une héritée de notre père et l'autre héritée de notre mère, et on porte ces mutations-là juste avec une seule copie, donc on a besoin les deux pour avoir la maladie. Et enfin, ce qu'on sait aussi, c'est que dépendant de l'histoire démographique des populations humaines, on aura un fardeau différent de mutations délétères. En gros, plus une population humaine est petite,
plus une population humaine est isolée, plus une population humaine pratique l'endogamie culturelle, que c'est pratiqué par différentes populations traditionnelles, plus ces populations-là, ils auront la tendance à accumuler des mutations qui peuvent être associées à des maladies. Alors, je vous disais, le génome, c'est une suite de lettres, C, A, T, G, et le génome est fait de 3 milliards de lettres. Mais si on prend le génome de 2 personnes entre vous, par exemple, au hasard, quelles que soient vos origines géographiques ou ethniques, et on compare vos 2 génomes, en moyenne, 2 personnes prises au hasard dans la population, leur génome va être différent juste dans 0,1% des cas. Mais 0,1% de 3 milliards de bases fait qu'en moyenne, chacun de nous diffère de l'autre à 3 millions de positions dans le génome. Ce qu'on sait, c'est que la plupart de ces mutations, de ces variations, n'ont pas d'effet sur le phénotype. C'est quoi le phénotype? C'est ce qu'on voit, notre apparence physique, nos vulnérabilités aux maladies. Donc la plupart de ces différences n'ont aucun effet. Et donc l'étude de ces différences génétiques entre individus et populations humaines s'est avérée extrêmement utile pour mieux comprendre les migrations humaines, le métissage et plus généralement les origines de notre espèce. Mais certaines de ces mutations, qu'ici j'ai marquées en rouge, certaines de ces mutations vont changer la protéine. Et certaines de ces mutations vont avoir une influence sur nos phénotypes, qu'il s'agisse des phénotypes bénins, comme simplement nos différentes apparences physiques. Certaines de ces mutations vont expliquer la façon différente dont on peut s'adapter au froid, au climat. Certaines de ces mutations expliquent pourquoi on ne métabolise pas tous de la même façon certains aliments, comme le lait, par exemple. Certaines de ces mutations expliquent aussi pourquoi on ne réagit pas tous de la même façon face aux traitements thérapeutiques. Et là, on rentre dans une discipline qui s'appelle la pharmacogénétique, c'est-à-dire dans quelle mesure notre génétique à chacun de nous va impacter la façon dont on réagit à tel ou tel, par exemple, antibiotique. Et enfin, certaines de ces mutations qu'on porte vont nous rendre différents face aux infections par des bactéries ou des virus. Je vous disais que l'étude de la diversité génétique neutre, c'est-à-dire toutes ces mutations qui n'ont pas d'effet, nous a renseigné sur les origines et sur l'histoire de l'humanité. Nous savons aujourd'hui que tous les humains se sont originés en Afrique il y a environ 300 000 ans, qu'ils sont sortis d'Afrique il y a environ 60 000 ans pour très vite s'installer en Europe et en Asie. On sait qu'il y a environ 20 000 ans, les humains ont traversé le détroit de Bering pour peupler pour la première fois les Amériques. Mais on sait aussi qu'il y a des régions du globe qui ont été peuplées que très récemment, comme serait le Pacifique Sud, la Polynésie en particulier, qui a été peuplée par les humains que dans les derniers quelques millénaires. Donc la génétique a contribué significativement à mieux comprendre toute cette histoire de l'humanité, toutes ces migrations, mais elle nous a aussi permis de comprendre comment les humains se sont adaptés à l'environnement. Lors de ces migrations, les humains ont dû s'adapter à différents climats, les froids du nord, le chaud et l'humidité des forêts équatoriales. Les humains ont dû s'adapter aussi à différentes ressources nutritionnelles. Et les humains ont dû aussi s'adapter à différents pathogènes. Donc,
ça forme la base de l'adaptation biologique à l'environnement et on va voir comment ça marche. Pour comprendre comment la façon dont les humains peuvent s'adapter biologiquement, génétiquement à l'environnement, repartons en Afrique où on habitait tous il y a environ 60 000 ans. Ici, vous avez une population et la plupart des mutations en bleu ici sont neutres, c'est-à-dire ils n'ont aucun effet. Mais il y a une mutation rouge et cette mutation rouge, on va dire, qui protège contre le paludisme. Alors, cette mutation est héritée, c'est un exemple. Cette mutation est héritée par les Africains, d'une part, et par les Européens. Mais là, on va mettre une différence. On va mettre du paludisme en Afrique et pas du paludisme en Europe. Encore une fois, c'est un exemple. Et on fait ces humains qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez, la mutation rouge va augmenter en Afrique parce qu'elle confère une résistance contre le paludisme, tandis qu'en Europe, elle va rester à faible fréquence, voire disparaître. Donc, par rapport à cette mutation en particulier, il y a une différence immense entre les Africains et les Européens. Or, on sait que ça, ce n'est pas le cas dans la plupart des mutations dans notre génome. Quand vous comparez 2, 3, 4, 5, 6 populations humaines, les populations humaines montrent très peu de différences génétiques entre elles, ce qui évidemment abolit, en tout cas d'un point de vue biologique, le concept de race chez les humains. Chez les humains, on ne peut pas parler de race parce qu'une race, c'est simplement deux groupes d'individus qui sont extrêmement différents génétiquement entre eux. Mais là, je viens de vous dire le contraire. Je vous ai dit que pour cette mutation, il y a énormément de différences entre Africains et Européens. C'est-à-dire les Africains sont tout rouges et les Européens sont tout bleus. Et c'est ça qu'on a voulu chercher il y a quelques années. Déjà, s'il y a des mutations dans ce type-là, très différentes entre populations, car c'est peu de mutations qui montreraient des différences massives entre populations pourraient nous indiquer des cas d'adaptation génétique des humains à leur environnement. C'est ce qu'on a fait et la réponse a été oui. Ces mutations existent et surtout, ils se retrouvent, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, mais ces mutations sont peu, mais elles existent et elles se trouvent surtout dans des gènes qui sont dans des mutations, qui changent les protéines. Donc la question c'est alors, même s'il y en a peu, dans quel type de gènes on trouve ces mutations? Parce que ça pourrait nous renseigner sur l'adaptation génétique des humains aux différents environnements. Donc que ça soit notre étude il y a plus de 15 ans ou des études ultérieures n'ont fait que confirmer la même chose. Ces mutations existent et sont localisées dans des gènes qui, par exemple, nous permettent de digérer le lait à l'âge adulte. Ces mutations ont permis aux populations qui sont localisées dans l'Arctique de s'adapter au froid extrême de l'Arctique. Ces mutations, beaucoup d'entre elles, et on le verra tout de suite, sont impliquées à nos défenses contre les pathogènes, mieux résister les maladies infectieuses, voire ces mutations ont permis à certaines populations, comme les Tibétains, de vivre dans des situations extrêmes, c'est-à-dire, vous savez, les Tibétains habitent à 3 à 4 000 mètres d'altitude, où il y a environ 40% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Et pourtant, les Tibétains se portent très bien. Ça veut dire qu'il y a eu une adaptation génétique pour pouvoir vivre en hypoxie, c'est-à-dire le manque ou la réduction d'oxygène dans l'air. Mais une des choses qui nous a intéressé le plus au cours des 20 dernières années, c'est comment les humains, comment nous nous sommes adaptés
aux pathogènes. Parce que n'oublions pas que jusqu'à 100 ans, 120 ans, les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Regardons ici la courbe jaune, c'est en Europe. En Europe, bon, en Angleterre, fin 19e, que le 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans. Si vous voyez en rouge ici, l'Angleterre, dans l'année 2000, 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Évidemment, cette augmentation de l'espérance de vie immense est due à tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, les antibiotiques, les premiers vaccins et l'amélioration des conditions d'hygiène. Toutefois, les maladies infectieuses continuent à être un fléau majeur dans certaines parties du globe. Regardons ici en violet, la même année que l'Angleterre, c'est-à-dire l'année 2000, au Mozambique, que 50% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Or, cette situation que je vous ai décrite de l'Europe à la fin du XIXe siècle est parfaitement illustrée par la famille de Louis Pasteur. Pourtant, Louis Pasteur, découvreur de la théorie microbienne, théorie pour laquelle il avait découvert que les maladies infectieuses, quelque chose qui nous paraît si évident aujourd'hui, sont causées par des microbes. Alors, 3 de ses filles sont mortes de Louis Pasteur, dont 3 de ses filles sont mortes jeunes de ce qu'on appelait à l'époque la fièvre. Rétrospectivement, on pense qu'elles seraient mortes d'une maladie infectieuse, dont la question qu'on se pose en regardant cet arbre généalogique, c'est et pourquoi Jean-Baptiste et Marie-Louise ont survécu s'ils partageaient le même environnement que ses sœurs? Et c'est là que cet arbre pourrait faire appel à la génétique, c'est-à-dire que probablement Jean-Baptiste et Marie-Louise portaient des mutations qui leur ont permis de mieux résister aux pathogènes que la famille a rencontrés à l'époque. Au cours de ces 15 dernières années, mon laboratoire s'est concentré surtout sur comment la sélection naturelle et l'évolution plus généralement a façonné la diversité des gènes impliqués dans l'immunité innée. Qu'est-ce l'immunité innée? Quand on est infecté par une bactérie, par exemple, on a tout un système de cellules qui arrivent. Ces cellules, ils ont des récepteurs et ces récepteurs vont reconnaître que quelque chose d'étranger, en l'occurrence une bactérie, est rentré dans notre corps. On a pu étudier que certains gènes, ça c'est aujourd'hui, ça c'est le passé, certains gènes sont soumis à la sélection négative, c'est-à-dire gènes que quand il y a une mutation qui arrive, ici en rouge, la mutation est purgée de la population parce que la mutation est délétère. On a pu montrer aussi que dans d'autres gènes de l'immunité innée, il peut y avoir des mutations qui arrivent ici en vert, et ces mutations augmentent en fréquence dans la population par sélection positive. Pourquoi? Parce que ces mutations confèrent un avantage pour la survie à des populations spécifiques et dans des environnements spécifiques. Mais ce n'est pas aujourd'hui de ça que je veux vous parler. Aujourd'hui, comme c'est dans le titre de mon exposé, je voudrais vous parler de métissage. Et pourquoi vous parler de métissage? Nous tous, à différents niveaux, on porte dans nos génomes les signatures moléculaires du métissage. On est tous des métis à des niveaux différents. Il y a des entiers continents, comme l'Amérique du Sud, par exemple, qu'il y a eu un métissage immense entre les populations autochtones d'Amérindiens, que se sont métissés avec des populations européennes qui sont arrivées pendant l'époque coloniale, que se sont métissés à la fois avec des populations d'origine africaine qui sont arrivées avec la malheureuse traite d'esclaves.
Et vous allez dire, oui, mais nous en Europe, on n'est pas très métissés. Bon, peut-être ça ne se voit pas physiquement, mais on peut en parler si vous intéresse. Les Européens, on est le résultat de au moins 3 composants génétiques différents. Mais la question qu'on s'est posée il y a quelques années, c'était si une population bouge, migre et s'installe dans un nouveau environnement, cette population, pour s'adapter au nouveau environnement, il a une option classique que c'est attendre qu'une mutation génétique va arriver et que cette mutation va lui permettre de s'adapter, par exemple, aux pathogènes de ce nouveau environnement qu'elle a rencontré. L'autre option, c'est se métisser avec la population qu'il y a sur place. Parce que la population qui vit sur place, par définition, est adaptée. Donc, la population qu'il y a sur place doit avoir des mutations qu'on appelle adaptatives, des mutations qui permettent de mieux survivre dans cet environnement donné. Donc, ce qu'on cherche, nous, par exemple, regardez ici, ça c'est les génomes d'une population métissée entre bleu et orange. Et ce qu'on cherche, c'est dans ces populations que se sont métissées, des morceaux de leur génome qui sont trop bleus, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est la population donneuse et ça, c'est la population receveuse. Donc, cette population, 7 morceaux de chromosomes est trop bleu. Et ça nous indique, ça commence à nous suggérer que dans cette partie de ce chromosome, il doit y avoir des mutations qui ont permis à cette population nouvellement arrivée et métissée avec la population locale bleue, ces mutations ont permis à cette population de mieux s'adapter. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur des populations métissées en Afrique et on a montré que grâce au métissage, certaines populations africaines se sont échangées des mutations qui sont localisées dans la région HLA, impliquée dans l'immunité, et y compris une mutation qu'on appelle dans le gène de l'hémoglobine qui permet de mieux résister au paludisme. Donc, conclusion de cette diapositive, le métissage entre populations peut être un accélérateur de l'adaptation à l'environnement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un autre type de métissage, un métissage plus ancien. Et c'est le métissage des humains avec d'autres formes humaines aujourd'hui disparues. Aujourd'hui, on est les seuls représentants des humains qu'il y a dans le monde. Actuellement, il n'y a que Homo sapiens. Mais jusqu'à il y a une quarantaine de milliers d'années, on était 3 formes humaines. Les sapiens, et quand les sapiens ont quitté l'Afrique, ils se sont métissés avec les néandertaliens qui habitaient en Eurasie de l'Ouest, et ils se sont aussi métissés, et ça on le verra, avec les Denisoviens, des cousins des néandertaliens, qui vivaient dans l'Asie de l'Est. Alors comment on sait ça? Comment on sait ça aujourd'hui? On sait ça aujourd'hui grâce à une discipline, la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN provenant des fossiles. Vous avez la chance à Toulouse d'avoir un des grands spécialistes au monde dans la paléogénomique, Ludovic Orlando. Et la paléogénomique nous a permis de mieux comprendre beaucoup de choses sur le métissage entre les humains et les néandertaliens, par exemple. On sait aujourd'hui que nous tous, hors d'Afrique, portons dans nos génomes environ 2% d'ADN d'origine néandertalienne. Mais la paléogénomique va au-delà de ça, parce que la paléogénomique peut aussi servir à des questions en médecine, en santé. Et ça le montre clairement l'attribution l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, à Svante Paabo
Svante Pääbo, c'est un biologiste suédois qui a eu le prix Nobel en médecine et physiologie, lui étant le père, le fondateur de la paléogénomique, ce qui montre l'intérêt de cette discipline au-delà de l'anthropologie. Il y a quelques années, une question que nous nous sommes posée, c'était quand les humains ont quitté l'Afrique il y a 60 000 ans, ils sont arrivés en Europe, et en Europe, ils ont rencontré un nouveau environnement auquel ils n'étaient pas adaptés. Et la question qu'on s'est posée, c'était est-ce que le métissage avec les Néandertaliens a pu être bénéfique pour les humains? Et plus particulièrement encore, est-ce que pour l'adaptation des humains aux pathogènes qu'ils ont rencontrés en Europe, le métissage avec les Néandertaliens a été bénéfique parce que les Néandertaliens, par définition, étaient adaptés aux pathogènes européens parce que ça faisait au moins 300 000 ans qu'habitaient en Europe. C'est ce qu'on a voulu tester et la réponse a été oui. On a montré que les gènes de l'immunité, chez nous tous, des humains d'aujourd'hui, sont enrichis en héritage néandertalien par rapport au reste du génome. Si vous voyez ici, chaque ligne, ici, il y a environ 100 Européens, le génome de 100 Européens. Chaque ligne, c'est un individu. Et si vous avez 3 gènes, TLR1, 6 et 10, qui sont des acteurs majeurs de nos défenses contre les pathogènes. Si la ligne est pointillée, blanche, ça veut dire que toutes les mutations sont Homo sapiens, ce qu'on s'attend. Mais s'il y a une ligne bleue, ça veut dire que ces Européens en particulier, des Européens d'aujourd'hui, j'insiste, ils ont toute cette région couverte des mutations néandertaliennes. Or, pour cet exemple que je vous montre ici, on a montré qu'environ 35% des Européens d'aujourd'hui, nous avons cette région impliquée dans nos défenses contre les pathogènes complètement couverte dans des mutations d'origine néandertalienne. Deuxième chose qu'on a montré, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que ce métissage entre les humains et les néandertaliennes a été particulièrement bénéfique dans le cadre des réponses contre les virus. Autrement dit, ce que cette deuxième étude de mon laboratoire a montré, c'est que les mutations qui contrôlent nos réponses face aux infections, aux maladies infectieuses, surtout d'origine virale, sont particulièrement enrichies en héritage néandertalien, ce qui nous a permis de suggérer que ce métissage avec les néandertaliens a été particulièrement bénéfique pour lutter contre les virus. Plus récemment, on a voulu partir vers le Pacifique Sud. Et pourquoi le Pacifique Sud? Parce que les populations du Pacifique Sud, comme tout le monde hors d'Afrique, ils ont environ 2% de leur génome qui vient des Néandertaliens. Mais il y avait certaines études qui avaient montré que certaines populations du Pacifique Sud, en plus de leur composante néandertalienne, pouvaient montrer 2-3% de ADN d'origine dénisovien. Je vous rappelle, les Denisoviens étaient des cousins des Néandertaliens. Donc, on a séquencé environ 300 génomes de cette région du Pacifique. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ce qu'on s'attendait pour l'héritage néandertalien. Tout le monde a environ 2,5% d'ADN néandertalien dans leur génome. Mais ce qu'on a vu, c'est que l'ADN d'origine dénisovien dans les populations du Pacifique d'aujourd'hui varie considérablement, allant de presque zéro, Taïwan, dans certaines populations des Philippines, à 3,2% dans d'autres populations des Philippines, des populations de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des populations des îles Vanuatu.
Mais la question qui vient après, c'est, OK, c'est très bien, ils ont quelques pourcentages de néandertaliens, quelques pourcentages variables de dénisoviens, mais quelles sont les fonctions biologiques que sont affectées par cet héritage? Et ce qu'on a montré, c'est que tandis que l'ADN néandertalien dans les populations d'aujourd'hui est impliqué dans des fonctions très variées qui vont de l'immunité au développement neuronal, au métabolisme, voire à des phénotypes de dermatologie, l'héritage dénisovien est presque exclusivement relié à la régulation de notre réponse immunitaire. Je vous disais que la paléogénomique, c'est-à-dire l'étude de l'ADN fossile, peut être mise au service des questions d'importance majeure en médecine. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec le cas de la tuberculose. Alors, la tuberculose, ici vous pouvez voir le taux d'incidence de la tuberculose aujourd'hui. Et même si on se porte, je vous rappelle que la tuberculose continue à être aujourd'hui une des 3 maladies qui tuent plus de monde à niveau de la planète. Tuberculose, HIV, paludisme. Et même si, comme vous pouvez voir ici en Europe, on se porte beaucoup mieux, la tuberculose est considérée comme la maladie qui a tué plus de monde pendant l'histoire des Européens. Jusqu'à il y a quelques années, on connaissait très peu sur comment notre génétique peut influencer notre vulnérabilité à la tuberculose. Mais l'équipe de Jean-Laurent Casanova de l'Université Rockefeller à New York a identifié il y a quelques années une mutation dans ce gène qu'on appelle TIC2. Cette mutation est présente dans environ 3% des Européens et cette mutation augmente considérablement le risque de développer la tuberculose. Or, vous pouvez penser 3%, ce n'est pas beaucoup, mais 3% sont des millions d'individus qui sont plus à risque de développer la tuberculose. Et ce que nous avons voulu faire, c'est étudier l'histoire de cette mutation. Et qu'est-ce qu'on a fait pour cela? On a analysé environ 1000 génomes des humains européens qui ont vécu en Europe dans les 10 000 dernières années. C'est-à-dire, on a analysé comment cette mutation, vous pouvez le voir ici en bas, a changé en fréquence il y a 10 000 ans, 8 000 ans, 6 000 ans, 3 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que la mutation apparaît, on la trouve en tout cas, il y a déjà 9 000 ans en Anatolie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, que la mutation augmente en fréquence pour arriver à 10% de la population à la fin de l'âge de bronze, il y a environ 4000 ans, et après, elle diminue en fréquence pour arriver aux 2-3% d'aujourd'hui. Or, en évolution, en génétique de population, ces changements de fréquence au cours du temps peuvent être dus à des phénomènes complètement aléatoires, ce qu'on appelle en jargon la dérive génétique, ou à la sélection naturelle. On a fait des analyses poussées et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cette mutation de risque, donc délétère, est apparue en effet il y a 30 000 ans déjà, mais que pendant toute son histoire, son changement de fréquence est dû au pur hasard. Et c'est que dans les dernières 2000 ans qu'elle a diminué en fréquence par sélection négative. C'est-à-dire, dans les dernières 2000 ans, il y a eu une purge de cette mutation pour s'en débarrasser. Ce que nous a permis de proposer que la tuberculose a été un vrai fardeau pour la population européenne, surtout dans les dernières 2 millénaires.
Mais l'année dernière, on s'est posé la question à l'inverse. On s'est dit, au lieu de se focaliser sur une mutation délétère, prenons un peu d'ampleur, de hauteur, et étudions quelles sont les mutations de tout notre génome qui ont plus augmenté en fréquence dans les dernières 10 000 ans de l'histoire des Européens. Parce que ces mutations-là, s'ils ont augmenté en fréquence, c'est qu'elles ont été avantageuses. Parce que, évidemment, je vous passe les détails, mais notre approche statistique nous permet de distinguer ce qui est dû au hasard et ce qui est dû à la sélection positive, en l'occurrence. On a analysé environ 2000 génomes anciens européens qui couvrent, encore une fois, les dernières 10 000 ans de l'histoire de l'Europe. Et par exemple, ça c'est un résultat typique qu'on trouve, on a vu que la mutation qui est associée au fait que beaucoup d'entre nous, on peut digérer le lait à l'âge adulte, a commencé à être sélectionnée il y a 6000 ans dans l'histoire des Européens. Donc la question qu'on s'est posée, c'était à niveau de tous les génomes. Quelles sont les mutations qui ont plus augmenté en fréquence? Bon, évidemment, on trouve la mutation de la lactase, je viens de vous le dire, on le savait déjà ça, mais c'était une belle confirmation que notre approche marche. Et on a identifié 89 gènes porteurs de mutations avantageuses sous sélection positive. Et beaucoup de ces gènes sont impliqués, encore une fois, dans la réponse immunitaire innée, notre première ligne de défense contre les pathogènes. Et comme pour chacune de ces mutations, notre approche nous permet de dater l'âge à partir de laquelle la sélection a eu lieu. Ce qu'on a vu, c'est que dans le 80% des fois, ces mutations ont été sélectionnées après l'âge de bronze, c'est-à-dire dans les dernières 4000-4500 ans. Ce que nous a permis de conclure, c'est que dans les dernières 10 000 ans de l'histoire des Européens, il y a eu un moment d'adaptation aux pathogènes extrêmement important que se concentre surtout dans les dernières 4500 années, c'est-à-dire à partir de l'âge de bronze. Mais ce que notre étude a montré, c'est qu'il y a un prix à payer pour cela. Parce que ce que notre étude a montré, c'est qu'il y a beaucoup de mutations qui ont augmenté en fréquence, comme regardez ici en bas. Rouge, ça veut dire que la mutation est présente. Il y a 10 000 ans, peu présente. Il y a 7 000 ans, elle commence à augmenter en fréquence et à s'étaler géographiquement en Europe. 5 000 ans, très déjà étalée. Il y a 2 000 ans, vous la voyez un peu partout. Ce que notre étude a montré, c'est qu'il y a beaucoup de cas, des mutations qui ont augmenté en fréquence parce qu'elles étaient avantageuses, parce qu'elles nous protégeaient contre les pathogènes. Mais les mêmes mutations sont associées à un risque accru de développer des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires ou des allergies. Ça montre ce qu'on appelle en jargon la pléiotropie antagoniste, que pour être clair, ça veut dire quoi? C'est un prix à payer. Qu'est-ce que tue le plus? Les maladies infectieuses. Donc, c'était mieux avoir cette mutation, parce que cette mutation protégeait contre les maladies infectieuses, même si, dans certains cas, était associée à d'autres maladies, comme la maladie de Crohn ou d'autres. Et ces 5 dernières minutes, je voudrais vous parler de et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On a appris que on s'est tous originés en Afrique il y a 300 000 ans, qu'on sort d'Afrique il y a 60 000 ans, qu'on se métisse avec les Néandertaliens, qu'on se métisse avec les Denisoviens, qu'on se métisse après entre nous,
que grâce à l'étude de toute cette diversité génétique, on a beaucoup appris sur l'adaptation des humains à l'environnement, notamment aux pathogènes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Nous tous, nous ne sommes pas autre chose que les descendants de tous ces gens-là, les descendants de ceux qui ont survécu, les famines, les guerres, et de ceux qui ont survécu aux pathogènes. C'est pour ça qu'on est là. Donc, une question qu'on s'est posée il y a quelques années déjà, c'est pourquoi concentrons-nous sur la réponse immunitaire? Pourquoi certains d'entre nous, on a une réponse immunitaire très réactive, qui va nous protéger plus contre les pathogènes, même si dans certains cas va nous rendre plus vulnérables aux allergies, par exemple. Et pourquoi d'autres, entre nous, on a un système immunitaire plus faible, qu'il a plus de mal à faire face aux infections? Est-ce que c'est notre âge, le fait d'être plus ou moins jeune, plus ou moins vieux? Est-ce que c'est le fait d'être un homme ou une femme? Est-ce que c'est notre génétique? Est-ce que c'est ce qu'on mange? Est-ce que c'est notre microbiote, ce qu'on appelait avant la flore intestinale? Tous ces milliers de microbes qui vivent avec nous, gentiment, sur notre peau, dans notre intestin. Pour comprendre ça, on a suivi un groupe de 1000 individus étalés sur 5 tranches d'âge, de 20 ans jusqu'à 70 ans, moitié des hommes, moitié des femmes. Pour chaque individu, on a un questionnaire extrêmement détaillé sur leur mode de vie, leur passé vaccinal, leur nutrition. Pour chaque individu, on a pris leur sang et on a séquencé leur génome. Pour chaque individu, on a pris leur sang, et on a mesuré l'intensité de leur réponse immunitaire. Et donc, on a eu beaucoup de résultats, mais laissez-moi aujourd'hui en partager qu'un avec vous. Ici, la question qu'on s'est posée, c'est très simple. Pourquoi déjà à la base, entre nous tous, si on prend notre sang, pourquoi il y a de la variabilité dans la proportion de certaines cellules sanguines? Certains d'entre nous, on a plus de monocytes, beaucoup au moins, plus de lymphocytes T, plus de lymphocytes B. Alors, pourquoi il y a cette variabilité? Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 5 facteurs qui vont influencer déjà à la base nos différences de cellules sanguines, qui à son tour va avoir une influence sur la façon dont on va répondre aux agents infectieux. Et ces 5 facteurs sont notre diversité génétique, le fait d'être ou pas être infecté par le cytomégalovirus. Environ 30% d'Européens on est infectés par le cytomégalovirus. C'est une infection chronique, latente, bénigne. Dans la plupart des cas, on ne le sait même pas. Notre âge, ça c'était connu, plus on agit, plus on devient âgé, plus les proportions de notre système immunitaire, des cellules de notre système immunitaire vont être altérées. Le fait d'être fumeur ou non fumeur, et le fait d'être un homme ou une femme. Et pour finir, je vais vous montrer notre dernière étude de l'année dernière qu'on a voulu l'appliquer au Covid-19 et notamment à l'agent causal du Covid-19, c'est-à-dire le SARS-CoV-2, le virus. Et la question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'il y a des différences entre individus ou entre populations humaines par rapport à leur réponse immunitaire au SARS-CoV-2? Et si oui, quels sont les facteurs? Pour cela, on a étudié une population d'Afrique centrale, une population d'Europe de l'Ouest et une population d'Asie de l'Est. On a pris leur sang. Leur sang a été exposé au SARS-CoV-2 et comme virus de comparaison au virus de la grippe.
et on a mesuré s'il y avait des différences entre individus et des populations. Je n'ai pas le temps de vous raconter tous les détails, mais en gros, on peut les résumer avec 3 phrases. Une, oui, il y a des différences. Il y a environ 900 gènes de notre génome qui répondent différemment au SARS-CoV-2, dépendant si vous êtes d'origine africaine, européenne ou asiatique. Les causes de cela, pourquoi? En grande partie dû aux environnements différents auxquels ils sont exposés, mais aussi à des facteurs génétiques. Troisième observation, on a montré que les facteurs génétiques qui régulent notre réponse immunitaire au SARS-CoV-2 sont sous sélection positive que chez la population asiatique. Qu'est-ce que ça suggérait? Ça nous a permis de suggérer que les populations d'origine asiatique, ça fait beaucoup plus longtemps que sont exposées à des épidémies de coronavirus ou des virus reliés au coronavirus que les Européens et que les Africains. Ici, vous avez un exemple d'une mutation qui est présente chez 60% des Asiatiques, à des fréquences beaucoup plus faibles ailleurs. Cette mutation, elle diminue la sévérité du COVID-19 et nos études approfondies, ils ont montré qu'augmente l'expression d'un gène. Comment? C'est un gène qu'en plus, c'est le récepteur des interférons, molécules qui jouent un rôle clé dans nos réponses antivirales. Et aussi, on a montré que cette partie de néandertalitude, si je peux dire, dans notre génome, a une influence importante dans notre réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 et ça nous a permis, je vous passe des détails aussi, de associer les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels l'ADN qu'il y a dans notre génome d'origine néandertalienne influence notre réponse immunitaire. Donc, je voudrais finir en remerciant tout mon laboratoire, évidemment, les vrais acteurs de toute la recherche que je vous ai montré, les agences de financement publiques ou privées qui nous permettent de faire de la recherche, toutes nos collaborations en France et ailleurs. Et pour finir, je voudrais partager avec vous une phrase de Louis Pasteur que j'espère que résume un peu l'esprit que j'ai essayé de vous transmettre dans cette conférence, c'est-à-dire que l'étude du passé, l'étude de l'évolution nous permet de comprendre le présent. Autrement dit, ceux qui font nos recherches, ceux qui ont, s'ils ont quelque chose d'intéressant, c'est que nos recherches nous permettent de disséquer, investiguer l'expérience la plus naturelle qui existe, celle de la nature, celle de la sélection naturelle. Et ça, Pasteur, grand visionnaire, l'avait dit avec ces mots. Il avait dit déjà, le meilleur médecin est la nature. Elle guérit les 3/4 des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Murcy, pour cette splendide conférence qui va, je pense, stimuler pas mal de questionnements auprès de nos personnes. Alors. Merci à vous. Alors, pour amorcer la pompe, si vous permettez, juste une petite question pour un individu qui a travaillé pendant 30 ans sur l'obésité et qui a eu des histoires avec la génétique de l'obésité. Dans mon cursus, j'ai vu passer une 60aine de gènes dont on nous a parlé, et vous savez certainement qu'il y a
eu une théorie disant que finalement on devient obèse parce qu'on avait été adapté à des pénuries. Notre génome est un génome de pénurique et là, nous n'avons pas de système pour gérer l'abondance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que ce gène-là, il a été critiqué, je ne sais pas où on en est actuellement. Est-ce que vous avez quelques idées là-dessus? Oui, c'est une question extrêmement intéressante à plusieurs niveaux. Au niveau dont vous parlez, que c'est ce qu'on appelle la maladaptation, quelque chose que nous a rendu adaptés au passé aux famines, avec les changements de mode de vie, la surconsommation l'abondance de nourriture d'aujourd'hui peut nous rendre obèses. Mais aussi parce que ça m'intéresse à moi personnellement, parce que l'obésité, ou en tout cas notre état métabolique, peut avoir aussi une influence sur la réponse immunitaire. Pour vous répondre directement, où on en est sur la question que vous posez, on n'en est nulle part. C'est une théorie extrêmement intéressante, mais qui pour l'instant était vraiment peu formellement démontrée. Nous avons justement, et ça me fait énormément plaisir votre question parce que ça me permet de vous répondre sur un projet qu'on a démarré avec l'Institut Louis Malardet de Papeete en Polynésie. Comme vous savez, en général au Pacifique Sud, on pourrait parler presque d'épidémie d'obésité et on essaye de creuser le pourquoi de ça. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est dû à une maladaptation du passé, à une adaptation du passé qui est devenue une maladaptation? Est-ce que c'est dû simplement au hasard? Et quel est l'impact de cela sur la réponse immunitaire? Donc, désolé, j'ai la tendance à répondre très longuement toujours, mais la réponse que j'aurais dû vous donner beaucoup plus courte, c'est on n'en est nulle part, il n'y a rien de démontré. Une question par ici, bonjour. Bonjour, merci pour votre magnifique information. Je voudrais revenir juste sur la question de l'adaptation de l'individu à digérer le lait. Vous avez dit qu'elle a été apparue il y a 6000 ans environ. Elle serait apparue comment, d'une part? Et cette adaptation, c'est celle qui permet de digérer le lait jusqu'à 11 ou 12 ans, puisque c'est jusqu'à cet âge-là qu'on aurait des enzymes qui permettent de le faire. Et par contre, il y a certaines personnes qui peuvent le digérer en permanence. D'où viendraient ces différences et comment c'est apparu? Merci. Alors, merci à vous pour la question. La mutation, d'ailleurs, il y a plusieurs mutations indépendantes que sont apparues en Europe, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Et tous ce qu'ils permettent, je vous réponds à vous, mais aussi au public, parce que peut-être pas tout le monde sait comment ça se passe. Notre état naturel, c'est il y a un enzyme dont on a besoin pour digérer le lait. Cette enzyme s'appelle la lactase. On a besoin de la lactase pour que le lactose soit digéré. Or, cette enzyme diminue considérablement au bout de quelques années de vie, en gros après la période de sevrage. Mais beaucoup d'entre nous, on peut continuer à produire cette enzyme à l'âge adulte. Donc, pour répondre au monsieur directement, ces mutations sont apparues au hasard, comme toutes les mutations, et d'une façon indépendante, et elles ont été avantagées parce qu'ils ont permis aux populations humaines, dans des périodes d'extrême famine, d'être mieux nourries. Et ce n'est pas juste une question d'être mieux nourri, c'est qu'être mieux nourri, surtout à l'enfance ou des jeunes adultes, nous donne un état métabolique qui nous permet de mieux survivre aussi aux épidémies de maladies infectieuses qui ont été une des fléaux les plus grands de mortalité sur toute notre histoire. Bonjour, merci pour votre exposé. Vous êtes en communication avec des gens à Papeete et en dehors du phénomène d'obésité qui est majeur dans le Pacifique, moi je reviens de Mélanésie, c'est pareil. Ils ont des régimes alimentaires particuliers qui feraient bondir n'importe quel nutritionniste européen pour certaines personnes. Je m'interrogeais sur le diabète qui est aussi beaucoup plus fréquent.
Oui, diabète, hypertension, obésité sont extrêmement importants. Je vous parle de la Polynésie française, que c'est ce que je connais un peu plus. Euh, Elle est aussi beaucoup plus important qu'en Europe. On a des enquêtes nutritionnelles extrêmement détaillées pour essayer de départager ce qui est dû au régime nutritionnel de certains individus et ce qui pourrait être dû à la génétique. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un projet qu'on a démarré et pour lequel on n'a pas encore de résultats. La seule chose que je peux vous dire par rapport à l'obésité, par exemple, c'est que quelle que soit l'île, on a 18 îles des 5 archipels de la Polynésie française, la prévalence de l'obésité est de plus de 50%, et si on inclut le surpoids, on arrive à 80% de la population. Merci beaucoup pour votre exposé et qui démontre la variété et la diversité non seulement de la population humaine, mais de vos travaux. J'ai quand même une question là-dessus. Vous travaillez sur les humains. Est-ce que vous travaillez aussi sur le monde animal? Parce que j'imagine que les mêmes genres d'approches pourraient également être extrêmement intéressants. Et donc, est-ce que votre laboratoire ou d'autres laboratoires utilisent le même genre d'approche sur les différentes espèces animales ou végétales? La réponse est nous, on ne travaille pas sur d'autres animaux, on ne travaille que chez les humains. Il y a beaucoup de laboratoires, en revanche, qui travaillent sur des animaux, que ce soit dans le cadre de la sélection artificielle, ce qui a une importance en agronomie immense, dans la sélection des races, des vaches, de porcs, etc. Sur des espèces végétales, il y a aussi beaucoup de recherches. À Paris-Saclay, par exemple, je pense à Maud Tenaillon qui travaille sur le maïs. Je pense à Tatiana Giraud qui travaille sur les champignons à la base de certains fromages comme le Roquefort. Donc la réponse est oui, il y a beaucoup de recherches et en France en particulier très bonnes, surtout dans le cadre des végétaux. Bonjour. Merci beaucoup pour votre éclairage sur les connaissances des métissages et des mutations survenant de façon innée puis sélectionnée comme vous nous l'avez montré. Ma question concerne la question de l'inné. Pensez-vous que l'épigénèse permet une modification de l'inné en fonction de l'environnement? Que pensez-vous de l'épigénèse, c'est-à-dire ces séquences d'ADN qui semblent ne pas coder pour un phénotype? Je pense que, j'imagine que vous parlez de l'épigénétique. Je pense que c'est tout un monde en pleine évolution actuellement, dans le monde de la recherche. Nous avons travaillé, nous en particulier, sur un type de marque épigénétique qui s'appelle la méthylation de l'ADN. Pour ceux du public qui ne sont pas familiers avec ça, l'épigénétique, c'est tous les changements qu'il peut avoir dans notre génome, mais qui n'impliquent pas le changement de la séquence d'ADN. Donc, pour vous répondre, d'une façon courte, je pense que la contribution de l'épigénétique à nos différences, que ce soit physiques ou face à maladie, est majeure, qu'on la comprend encore relativement peu, qu'on comprend encore moins dans quelle mesure elle est héritable, et que c'est un sujet de recherche extrêmement actuel et qui va nous donner des surprises. Il va contribuer à mieux comprendre le vivant dans les prochaines 10-15 ans. Merci beaucoup. Une question ici. Oui, bonjour, monsieur, merci. Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le concept de l'ARN messager que nous avons tous expérimenté ici? Est-ce qu'il y a une interférence avec la génétique? Est-ce que ça peut s'appliquer à des vaccins contre le cancer, par exemple? Quels sont les mécanismes? Quelle est la base de cette théorie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre
Je suis zéro spécialiste des vaccins ARN. Je sais évidemment ce que c'est l'ARN, parce que c'est ADN, ARN, protéines, mais je pourrais presque dire que mes connaissances s'arrêtent là. Moi, je suis généticien de population, donc désolé, monsieur, mais c'est vraiment loin de mon expertise. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour l'exposé intéressant, hein, qui était concentré sur les corrélations génétiques avec les différentes réactions et caractéristiques humaines. J'ai une question plus générale au niveau méthodologie peut-être. Comment vous séparez les corrélations vraiment génétiques d'autres effets environnementaux? J'ai dans la tête, par exemple, votre courbe de mortalité où on voyait UK en 2000 très plat au début, Mozambique descendait très vite. Au début, il y avait une descente très forte au début, la mortalité infantile, je pense, qui n'a rien à voir avec la génétique, mais avec la couverture médicale. Je pense l'obésité, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils sont les effets d'habitude de l'industrie alimentaire et tout ça par rapport à une génétique? Comment au niveau méthodologique vous séparez les deux? Vous avez dit très peu là-dessus. Je pense que c'est très complexe, mais je pose la question. Oui, ça c'est... Dans nos types d'analyse, ce n'est pas un vrai problème, parce que nous, en génétique de population, on suit les trajectoires de fréquence des mutations, et donc ça c'est quelque chose d'empirique. On voit que ça monte en fréquence et on voit que ça c'est dû à la sélection positive. Ça c'est un fait empirique, rien à discuter. Le pourquoi ça monte et quel est l'impact de ça, c'est beaucoup plus difficile, en génétique en général, pas dans mes travaux à moi, en génétique humaine en général. Normalement, la façon de le faire, c'est que vous allez comparer deux groupes, par exemple. Un groupe de personnes obèses, il y a un groupe de personnes moins obèses qui partagent le même environnement et vous allez voir s'il y a des différences génétiques entre eux. Donc là, vous minimisez l'effet de l'environnement et maximisez l'effet de la génétique. Toutefois, les interactions gène-environnement, en général, sont assez négligées parce que d'un point de vue méthodologique, c'est compliqué d'en tenir compte et c'est tout, encore une fois, un pan de recherche extrêmement actif en ce moment et que je pense, encore une fois, va nous révéler des surprises de comment la génétique avec l'environnement ensemble vont changer un phénotype. Peut-être une question stupide, vous me pardonnez, mais comment avez-vous accès au patrimoine génétique des générations très lointaines? Non, c'est une très bonne question. Comment on a un accès? Donc l'idée, c'est qu'il y a des archéologues, des anthropologues qui font des fouilles et qu'il se trouve des ossements, et ces ossements datent d'il y a 10 000 ans, d'autres il y a 6 000 ans, et à partir des ossements, on peut extraire l'ADN, cet ADN fossile, et le séquencer. Ça, ce n'est pas notre spécialité à nous. Ça, c'est des choses, par exemple, que Ludovic Orlando fait à Toulouse. Au laboratoire Cagette. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est on analyse les génomes directement. Nous, on n'est pas impliqué dans la partie archéo, paléanthropologie, extraction de l'ADN ancienne. Mais pour vous répondre, c'est simplement en extrayant l'ADN provenant de fossiles des gens qui ont vécu il y a des 1000 ans, 8000 ans, etc. Moi, j'ai une question sur le moteur de l'évolution. Donc, j'ai assisté il y a un certain temps à une présentation concernant le moteur de l'évolution qui expliquait que contrairement à la présentation standard de l'évolution selon Darwin, qui dit que c'est les individus les plus optimaux qui résistent, en fait, la réalité, c'est que ce sont les populations les plus diversifiées, les plus robustes qui résistent. Donc, qu'en pensez-vous, quoi?
Ce que j'en pense, c'est que je pense que vous parlez de la sélection de groupes. C'est pas quelque chose dont j'ai travaillé et donc j'en pense rien. Désolé, mais je préfère ne pas donner des réponses ou de broder quelque chose quand j'ai pas un avis éclairé. Je préfère me taire. Désolé. Merci pour votre exposé. Ma question est, est-ce que le métissage culturel a provoqué ou peut provoquer des mutations génétiques? Est-ce que dans environnement, quand vous parlez d'environnement, vous incluez le culturel ou seulement des choses plus concrètes? Bon, le métissage, que ce soit culturel ou biologique, ne va pas créer de mutations. Les mutations se créent toujours qu'au hasard. Le métissage biologique, que ça veut dire que deux personnes font l'amour, ils ont des enfants, va simplement permettre d'échanger des mutations qui existent déjà, de partager et de transférer des mutations. Mais ils ne créent pas de nouvelles mutations. Ici. Oui, merci encore pour votre exposé particulièrement clair. J'en ai retenu que le fait que le passage d'Homo sapiens en Europe et en Asie, donc il y a 60 000 ans, et la rencontre donc de l'Homo sapiens avec Néandertal d'un côté et Denisova de l'autre, ont permis une adaptation, je ne sais pas si on peut dire meilleure ou plus rapide, disons, par le biais de la mixité, enfin du métissage plutôt, ce dont n'avaient pas bénéficié les ancêtres, c'est-à-dire les quelques exemplaires d'Homo erectus, ou je ne sais pas exactement, enfin, qui sont partis précédemment lors de la première migration et qui, eux, sont arrivés en Europe comme en Asie, alors qu'il n'y avait pas encore de type humain. Alors, ma question, c'est, disons, aujourd'hui où nous vivons dans un monde mondialisé, où, en fait, il y a un métissage, disons, un petit peu généralisé, est-ce qu'on peut espérer que ce métissage, en fait, améliore les capacités, les résistances des types humains, enfin, du type humain, par rapport aux différentes maladies, par rapport aux différentes maladies, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Pour répondre à cette question, il faudrait qu'on se revoie dans 3000 ans, 3-4 000 ans, et on voit quel est le résultat de ce métissage et aussi quel est le résultat de l'introduction de la médecine moderne au début du XXe siècle. Antibiotiques, vaccins, etc. On meurt beaucoup moins, etc. Mais la réponse que j'ai à vous dire, c'est que évidemment que je pense que c'est d'un point de vue biologique positif, le métissage, pour la simple raison que le non-métissage, l'isolement des populations, on sait que donne lieu à une sélection naturelle moins efficace et une incidence accrue de certaines maladies. Donc la diversité suite au métissage ne peut que être positive. Alors, il y a encore 3 questions. Alors, bonjour. Un heureux hasard m'a amené à cette conférence aujourd'hui. Je suis la personne qui passe le micro et je n'ai aucune notion dans rien qui concerne la science. J'ai fait des études littéraires aux grandes dames de mon père, scientifique, passionné par la question du génome. Il serait donc sans doute très malheureux de la question que je vais vous poser parce qu'elle est sans doute très très simple. En fait, j'en ai 2. La première, tout simplement, est-ce que c'est une légende urbaine qui amène les mères à encourager les enfants à jouer dans la terre et la gadoue pour renforcer leur système immunitaire? Donc voilà, est-ce que c'est juste une recette de grand-mère qui en réalité relève plus de la croyance collective que
qu'un réel effet dans la vie, quoi. Est-ce que ça renforce vraiment? Et la deuxième question qui est très très simple, vous avez parlé de 3 ancêtres, donc je les ai même plus, hein, c'était Néandertal, Denisovien, Néandertal et Sapiens sapiens. Voilà, et qui se situaient du coup en Asie, en Europe et en Afrique, et quid de l'Amérique? Voilà. C'est ça ma question. Alors ça a été montré sur le passage du détroit de Bering. Ah, j'étais peut-être encore en bas. Vous n'étiez pas encore. Mais ouais. Voilà, c'était ces deux questions. Pour répondre à la légende urbaine, encore une fois, je ne suis pas infectiologue. Je ne sais pas s'il y a des études qui montrent que les enfants qui sont plus exposés aux microbes par rapport à des enfants qui vivent dans des endroits très stériles, à la longue, ils sont plus ou moins résistantes. Instinctivement, j'aurais tendance de dire mal, ça ne peut pas leur faire, mais je ne me permettrai pas de le dire parce que je ne voudrais pas qu'après on dise quelqu'un de Pasteur nous a dit que, et je n'ai aucune idée des conséquences. Donc, moi, je ne suis pas infectiologue. La deuxième chose, c'est en Amérique, à ma connaissance, bon, pas à ma connaissance, oui, il n'y a aucune trace fossile d'un autre hominine du genre, d'une autre forme humaine, comme c'était les Néandertaliens en Asie de l'Ouest et les Denisovans en Asie de l'Est et la région Pacifique. Pas à niveau de cette genre homo, c'est-à-dire de ce niveau de humanisation. D'accord, merci. Alors, deux, trois questions. Monsieur. Oui, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant, bien sûr. Un exemple de génétique des populations se voit bien avec le peuple Sherpa, qui peut monter à l'Everest sans aucune bouteille d'oxygène supplémentaire, parce que leur hémoglobine transporte mieux l'oxygène du fait d'un effecteur qui est un glycérate, un diphosphoglycérate. Comment ce gène a-t-il été sélectionné? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne l'avaient pas ne résistaient pas et disparaissaient? Ou bien il existait spécifiquement dans cette population? Ça, c'est la première question. Deuxième question, épigénétique. On montre sur des populations de souris que, en fonction du traitement bienveillant ou maltraitant de la mère, la population des filles va être à son tour maltraitante ou bienveillante. En clair, un effet d'ordre psychologique a eu un impact sur le comportement de génération de souris en aval. Est-ce qu'on peut penser que chez les humains, des facteurs d'ordre psychologique, oui, sont susceptibles de produire des effets similaires, c'est-à-dire des comportements qui, au moins, sur quelques générations, vont se perpétuer? Pour répondre à votre première question, elle est très très intéressante. La mutation qui permet au peuple Sherpa de pouvoir vivre dans des conditions de peu d'oxygène, c'est hyper intéressant parce qu'elle a été acquise via le métissage avec les Denisoviens. Donc, les Denisoviens sont ceux qui ont donné au peuple actuel du Tibet cette mutation qui permet de vivre en altitude. Pour répondre à votre deuxième question, je ne sais pas, je ne suis pas comportementaliste, je ne sais pas si les gens qui sont battus dans leur enfance ont la tendance à plus battre ses enfants. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y a des études plus ou moins sérieuses qui montrent que l'adversité pendant l'enfance, l'adversité même dans l'utérus pendant la grossesse, mère stressée, mère alcoolique, etc., peut avoir un effet sur l'épigénétique des enfants. C'est tout ce que je sais et ces études sont à prendre avec 300 000 pincettes parce qu'il peut y avoir beaucoup d'effets confondants que je pense que ne sont pas tous tenus en compte comme il faudrait.
Bonjour. Moi, j'aimerais bien avoir un éclaircissement sur les relations dangereuses, avez-vous dit, entre infection et auto-immunité. Alors, si j'ai bien compris, plus la protection contre les infections augmente, plus on a de maladies auto-immunes. Alors, si c'est bien ça, comment ça s'expliquerait? Parce qu'effectivement, on constate une... Ça s'expliquerait parce que beaucoup de mécanismes impliqués dans la réponse immunitaire, donc dans la résistance aux maladies infectieuses, sont partagés des mécanismes immunologiques entre les maladies infectieuses et les maladies auto-immunes. Or, du moment où vous avez des mécanismes immunogénétiques qui sont partagés entre ces deux grands types de maladies, infectieuses d'un côté et auto-immunes, on va mettre de l'autre côté, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est quoi qui tue le plus? Une infection ou une maladie auto-immune? Tout au long de l'histoire et avant l'âge de la reproduction, que c'est la seule chose qui compte pour la sélection naturelle. La réponse est les infections. C'est pour ça que c'est mieux protéger la population contre les infections, parce que ça va leur permettre en moyenne de plus vivre et donc de plus se reproduire. Même si le prix à payer, c'est que certaines de ces mêmes mutations vont développer, peut-être plus tard, quand vous avez déjà fait des enfants, certaines maladies auto-immunes. Vous voyez, la sélection naturelle, à la fin, la seule chose que compte pour elle, c'est qui se reproduit le plus et transmet plus ses gènes. C'est tout. Une avant-dernière question. Merci beaucoup pour cette riche contribution qui présente vos travaux les plus récents. J'étais très sensible à la fin de votre intervention lorsque vous avez remercié les fondations et le service public national européen, c'est-à-dire l'argent des contribuables que nous sommes. Et vous avez fait l'éloge de ce métissage et son élément positif. Est-il légitime, puisque vous parlez d'anthropologie aussi, de transposer vos résultats pour remettre en cause la loi de l'immigration qui empêche la diversité? Là, vous voyez... Second degré. Non, mais la question est intéressante. La réponse, c'est que je ne pense pas que politique et science doivent aller ensemble. Parce que du moment, laissez-moi vous expliquer mieux, la culture, nos systèmes politiques sont une chose, mais ne nous basons pas sur des choses scientifiques, parce qu'après on peut le prendre à l'inverse aussi. Imaginez qu'on voyait que d'un point de vue purement biologique, on voyait que le métissage peut être pas bon. Alors à ce moment-là, on va dire quoi? Tous les étrangers dehors, ne vous mélangez pas. Vous voyez, une chose, c'est les observations empiriques, et l'autre chose sont des décisions politiques. Et je trouve qu'en général, il faut qu'il soit... La science, c'est comme la justice, doit être indépendante de la politique. On pourrait finir là-dessus, mais je me suis engagée. Voilà, on vous laisse une seconde pour apprécier votre réponse. Je me suis engagée à une dernière question. Merci, ça va être beaucoup plus terre à terre. Effectivement, quand vous avez parlé justement de cette mutation positive qui est arrivée il y a un peu plus de 4500 ans, vous avez bien montré combien ça a été repris, combien l'avantage anti-infectieux était contrebalancé, même à minima, par un inconvénient. Et si j'ai bien compris, il s'agissait quand même du coup d'une hyperréactivité du système immunitaire. Est-ce qu'on peut dire que toute mutation positive a, dans un système presque de balancier, une contrepartie qui peut être négative, ou est-ce que c'est spécifique à certains domaines? Je pense que la question que vous posez est extrêmement intéressante parce que ça fait appel à ce qu'on appelle la pléiotropie, d'une part, c'est-à-dire le fait qu'un gène, une mutation ait plus d'une fonction.
quel est le niveau de pléiotropie dans le génome en général? Autrement dit, pour que tout le monde comprenne, est-ce que la plupart des mutations dans le génome, il peut avoir plus d'une fonction? Parce que c'est dans ces cas-là qu'en plus, si cette pléiotropie est antagoniste, ça veut dire qu'elle est bonne pour quelque chose et mauvaise pour l'autre, qu'on est dans le cas de ce que vous décrivez. Je ne pense pas qu'on le sait. Je ne pense pas qu'on connaît suffisamment les fonctions des gènes et des mutations pour pouvoir dire si ces cas qu'on trouve de ce qu'on appelle pléiotropie antagoniste sont que dans certains cas d'infection versus auto-immunitaire, de protection contre la famine, comme monsieur disait avant, et problèmes métaboliques dans l'obésité, ou si on pourrait les généraliser beaucoup plus. Je pense que c'est une question hyper intéressante, qu'en plus j'aimerais y travailler si on avait tous d'ailleurs la connaissance suffisamment approfondie des fonctions des gènes et des mutations dans le génome. Je ne pense pas qu'on peut y répondre aujourd'hui. Excusez-moi. La réponse courte à votre question, c'est je ne pense pas qu'on peut dire aujourd'hui si ce qu'on voit dans les exemples que j'ai donnés, c'est généralisable à la plupart du génome. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on vous remercie.